Alors en fait, c'est la vidéo de bilan, de mon bilan cinéma de cette année 2020. Sauf que contrairement aux 2 années dernières, et bah cette fois-ci, j'ai pas d'idée d'intro. Voilà. Donc et bah je vais juste faire ça. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo bilan de mon année cinéma 2020. Et aujourd'hui on se retrouve pour le top de mes films préférés de cette année 2020. Alors comme d'habitude, comme les 2 années précédentes, il y aura 3 vidéos avec les films que j'ai le plus préférés, les films que j'ai le plus détestés et une vidéo qui récapitule tous les films que j'ai vus cette année et où je dis rapidement un avis dessus. Et cette année aurait été très compliquée avec le Covid et avec les 5 mois de confinement et plus 6 mois de fermeture de salles, puisque les salles n'ont pas réouvert tout de suite après la fin du confinement. Et normalement les salles de cinéma devaient rouvrir le 15 décembre, et donc on devait avoir 3 semaines restantes de cinéma pour 2020 avec plusieurs films qui devaient sortir, notamment Wonder Woman de 1984. Mais au final non, et donc tout ça ce sera pour 2021. Et donc c'est pour ça que ça c'est tombé assez abruptement, et donc tous les nouveaux films ou anciens que je voulais revoir d'ici la fin de l'année ce serait pas possible, et donc j'ai dû revoir totalement mon top de l'année 2020 que je fais petit à petit, mais je me dis aussi ah oui, ce film là qui va sortir je vais sûrement le mettre dedans, ou ce film là aussi, et au final non. Ce sera un top 10 évidemment, contrairement au top de mes pires films. Mais malgré tout le peu de films qu'il y a eu cette année, à cause du Covid, il y en a eu quand même pas mal. Hein. Il y a quand même eu plusieurs films français assez spéciaux comme là ceux auxquels je pense, c'est Tout simplement Noir ou Antoinette dans les Cévennes. Des petits films français qui en temps normal n'auraient pas fait beaucoup d'entrées et qui auraient été noyés parmi toutes les sorties de blockbusters et de comédies. Mais là, comme il n'y avait que ça, et ça a pu attirer beaucoup de monde et ils ont pu faire un beau succès. Et ça déjà c'est encourageant, hein, puisque c'est des films justement qui en temps normal n'auraient pas intéressé beaucoup de monde, mais là qui justement ont pu trouver un nouveau public. Et donc face à ce succès, peut-être que le public, après par la suite, quand la situation redeviendra normale, sera peut-être plus enclin à aller voir ce genre de film. Il y avait aussi 2 films français dans ce genre qui devaient sortir cette année, mais qui sortiront en 2021, qui sont un peu dans ce genre. C'est La Nuée, qui est un petit peu un film d'horreur de tension, et L'Origine du Monde, un film de Laurent Lafitte qui a l'air plutôt pas mal, et qui sortira en 2021, qui à mon avis pourrait bien marcher. Et face au succès aussi de tous ces petits films, peut-être que aussi ça incitera les producteurs français à prendre un peu plus de risques et à investir dans d'autres choses que des comédies françaises ou des drames français bateaux, quoi. Bon, mais si ces films-là qui ont marché, ce sont des comédies, mais justement c'est pas des comédies comme on a l'habitude de voir. Et donc sans plus attendre, on va tout de suite commencer avec le numéro 10 de mes films préférés de cette année. First Love, le dernier Yakuza, pardon, c'est un film japonais de Takashi Miike, qui est très connu des sphères cinéphiles, mais que moi j'avais jamais vu. C'était le tout premier film de lui que je voyais, et c'était le tout premier film aussi que je voyais cette année 2020, et j'en ai fait une critique d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur cette chaîne, et c'est un film que vraiment j'ai beaucoup adoré, notamment pour tout son mélange de style avec le début très dramatique, très noir, policier, avec les yakuza, le boxeur et tout qui est malade, la fille qui est prostituée, un petit peu cliché aussi et tout, et puis à la fin où ça devient totalement délirant, avec
avec de la musique rock, pop et tout, avec des passages d'animation, avec des combats, avec les réactions des personnages aussi qui sont totalement disproportionnées, cartoonesques, mais c'est totalement voulu. Et donc c'était très bien, j'ai beaucoup aimé ça, et pour en savoir plus, je vous incite à regarder ma vidéo que j'avais fait au début de l'année. Voilà, donc maintenant, oui, c'était très rapide, mais voilà, on peut passer tout de suite au numéro 9. Bonne chance. « 1917. Oui, je sais que le film est sorti en 2019, vu qu'elle était nommée aux Oscars 2020, mais il est sorti chez nous en 2020. Et puis de toute façon, vous le savez, chaque année c'est comme ça aux Oscars. Hein. Sur la dizaine de films qui est sélectionné pour le meilleur film, t'en as toujours 3 qui sont sortis en décembre et qui après sortent chez nous en janvier-février. Cette année en 2020, bah justement c'était 1917 et Jojo Rabbit par exemple. Et un autre aussi que je ne me souviens plus, mais de toute façon c'est toujours comme ça. 1917 est donc un film que j'ai beaucoup aimé, vu qu'il se retrouve dans mon top, mais qui est aussi, je trouve, un petit problème qui est peut-être un petit peu symptomatique de notre époque, ou en tout cas de la mode dans les films, au cinéma, et même ailleurs, c'est celle du plan séquence. Parce que oui, avant, le plan séquence était surtout vu comme un truc un petit peu artistique de film d'auteur, mais maintenant, étant donné que grâce aux nouvelles technologies, aux nouvelles caméras, aux nouveaux bras articulés et aux nouveaux effets spéciaux, c'est devenu très facile pour n'importe qui, hein, je veux dire, de faire des plans séquences. Hein. Et même un plan séquence juste avec une caméra à portée pour la suivre des gens, tu peux faire un plan séquence simple de 30 minutes, une demi-heure comme ça. Hein. Donc c'est pour ça que maintenant le plan séquence, on le retrouve partout. Hein. On avait déjà eu ça, Birdman en 2014, même l'année dernière, je crois, il y avait aussi un film chinois qui a fait justement un plan séquence d'1h30 en 3D, et même ailleurs, hein, dans le jeu vidéo, on a le dernier God of War qui est entièrement en plan séquence, on a aussi des séries télé ou des séries Netflix qui aussi sortent un plan séquence, sans aucune raison scénaristique ou de mise en scène, non, c'est juste parce que le plan séquence visuellement c'est très bien, et puis aussi à chaque fois qu'il y a un plan séquence, ça te fait passer pour un vrai auteur, et donc du coup maintenant tout le monde en fait un, tout le monde veut son plan séquence pour passer pour un vrai artiste, et donc du coup c'est un petit peu banalisé le plan séquence, oui, parce que maintenant, étant donné que tout le monde sait que le plan séquence est incroyable, et tous les producteurs maintenant, tout le monde veut faire son plan séquence pour prouver qu'il est un auteur. Et c'est un petit peu aussi ça le problème avec le 1917, c'est que oui, le plan séquence évidemment, les plans séquences, scénaristiquement dans le film il y en a 2, mais oui, ils sont très bien faits, ils sont extrêmement bien faits, c'est très beau visuellement, c'est très bien raconté, oui, c'est très bien, mais c'est le seul truc quoi. J'ai envie de dire, c'était le seul truc qui avait intéressant dans le film, c'est pour ça qu'elle a été sélectionnée. C'est pour ça qu'elle a été sélectionnée aux Oscars. C'est sur ça aussi que c'est axé toute la com. C'est un énorme plan séquence, c'est un seul plan. Mais en fait, c'est le seul truc intéressant du film, hein, parce qu'à part ça, l'histoire, les personnages, c'est pas si fou que ça. Hein. Enfin, je veux dire, si 1917, Sam Mendes aurait tourné le film de manière classique, donc sans le plan séquence, avec la même musique, les mêmes décors, les mêmes personnages, la même histoire, le même tout, mais sans le plan séquence, et au final on se rend compte que le film il est quand même assez lambda quoi. Et le seul intérêt de ce film, c'est le plan séquence. Donc ça me gêne un petit peu ça quand même, parce que du coup maintenant si la seule originalité de ce truc d'un film c'est de faire un plan séquence, on peut faire n'importe quel film avec n'importe quel scénario, mais si on le fait entièrement en plan séquence, du coup ce sera trop génial et incroyable. Donc du coup voilà, peut-être que du coup il y a eu une banalisation du plan séquence et que maintenant on est beaucoup moins impressionné qu'à l'époque. Mais malgré tout ce que je dis là, vous allez sans doute me demander pourquoi est-ce que j'ai quand même mis 1917 dans mon top à la 9ème place. C'est parce que quand même malgré tout c'est très bien fait quoi. Et justement si Sam Mendes a fait le plan séquence, c'est pas juste pour prouver que c'est un vrai auteur, que c'est un vrai réalisateur quoi, que c'est un vrai auteur. Non, c'était vraiment pour nous faire vivre la Première Guerre mondiale et l'action en temps réel quoi. Et ça marche très bien parce que le film est très bien raconté. Dès le début, on se laisse emporter doucement par cette histoire et c'est vraiment très bien quoi, c'est très bien fait, les décors sont vraiment super, les personnages sont intéressants, la musique aussi du film est vraiment très très bien, c'est la meilleure musique que j'ai pu entendre cette année dans un film, même si le film est sorti en 2019 et même si cette année
Il n'y a pas eu beaucoup de films, mais donc voilà, malgré tout ce que j'ai dit sur le plan séquence, 1917, je l'aime quand même beaucoup, je le reverrai sans doute, et je le garde en 9ème place. Donc voilà, maintenant on peut passer au numéro 8. Accrochez-vous, ça va secouer. Un film, un long métrage d'animation de Scooby-Doo, mais cette fois-ci en 3D. Et c'est bien meilleur que les versions live qu'on a vues au début des années 2000. Hein, oui. Et qui, lui, a l'entièreté du casting vocal de la série. Français, hein. L'entièreté du casting français, c'est celui d'origine de la série. Contrairement à un certain Hérisson Bleu. Si vous voyez ce que je veux dire, hein, si vous avez vu ma vidéo de récapitulation. Enfin bref. Donc bah oui, c'était très bien, l'animation est vraiment géniale, avec les voix VF d'origine, évidemment, c'est encore mieux. Et le film est vraiment très bien, il est très drôle, il raconte bien son histoire, et c'est vraiment aussi un très très bel hommage aussi à toutes les anciennes séries télé des années 60, vous savez, avec Diabolo et Satanas, Captain Caverne et tout, Dynamite et tout ça, et donc c'est vraiment très bien fait, ça fait... Enfin, ça fait jamais vraiment référence juste pour la référence, ça marche très bien, et bah, j'ai beaucoup aimé ce film d'animation, quoi, voilà. Et évidemment, à cause du Covid, on a aussi beaucoup de films d'animation qui devaient sortir, qui ont été reportés, notamment Soul de Pixar, qui au final ne sortira même pas au cinéma en 2021, mais directement sur Disney+. Donc au final, Scooby, c'est un des seuls films d'animation qu'on a eu cette année, hein. Mais c'est pas le meilleur. Non, c'est pas le meilleur, c'est un autre. Et maintenant, on passe au numéro 7. Et bah, je suis le premier surpris, hein. Parce qu'à la base, quand je suis allé voir L'Appel de la Forêt, je me suis juste dit, ouais, bon, ça va être sympa, coolos, tranquille, voilà quoi, j'en entendais rien du film, je me disais juste, ça va être sympatoche quoi, mais pas casser trop pattes d'un canard. Et ben au final, bah, il est 7ème de ce top de l'année 2020, voilà. L'un des premiers trucs qui m'a surpris avec le film, c'est qu'on voit beaucoup Omar Sy. Mais genre beaucoup, hein. Parce que sur les affiches, on se concentre beaucoup sur Harrison Ford. Il y a le nom d'Omar Sy, mais lui, il n'est pas du tout sur l'affiche. Et c'est pas lui qui fait la voix du chien, comme il avait pu le dire en interview. C'est pas lui non plus qui fait le chien en image de synthèse. Et les animaux parlent pas, mais on le voit beaucoup dans le film. En fait, le film de la Forêt, il est divisé en deux parties. Il y a une première partie avec Omar Sy, donc qui joue le rôle de Perrault et qui délivre le courrier, et une deuxième partie avec Harrison Ford qui joue le rôle de Jack Turton, ou John Turton, si vous avez lu le livre. Et toute la première partie avec Omar Sy dure bien 40-50 minutes, hein. Et même moi je ne m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps et qu'on soit aussi longtemps avec Omar Sy, parce que dans les affiches et aussi dans les bandes annonces sur internet, vous verrez, et ben, Omar Sy on le voit quasiment pas du tout, hein. On se concentre surtout sur ah oui, Harrison Ford et tout et l'aventure, et Omar Sy on voit juste sa tête pour dire qu'il est là, mais sinon à part ça on se concentre beaucoup plus sur Harrison Ford. Donc c'est pour ça que je m'attendais pas du tout à le voir, enfin qu'on se concentre aussi longtemps sur lui, quoi, quasiment la moitié du film. Ah oui, et dans le film il y a aussi Karen Gillian, alias Amy Pond de Doctor Who, et qui joue aussi Nebula dans le film Marvel, et qui fait un second rôle comme ça, un caméo. Donc il fait juste un second rôle comme ça, c'est comme ça, pour passer. Bon, je m'attendais pas du tout, c'était genre, ah tiens, qu'est-ce que tu fais là, c'est sympa, c'est vraiment surprenant. L'autre truc surprenant, c'est les animaux en image de synthèse, notamment les chiens, tout ça. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, puisque bah, on se dit, pourquoi ne pas avoir pris des vrais chiens? Regarde, on a des chiens dressés, des dresseurs justement, vous aurez pu faire le film avec. Enfin, oui, il y a plusieurs scènes du film qui sont quand même assez compliquées à tourner avec des vrais chiens, si vous avez vu le film, mais quand même, quoi, on peut le faire, quoi, des trucs comme ça avec des vrais animaux, c'est déjà fait avant, on peut le faire, quoi. Et même encore aujourd'hui, on en fait, genre, même en France, on en fait. Ben, vous savez, Nicolas Vanier, c'est lui qui a réalisé justement les Belle et Sébastien, vous savez, et le film Polly qui est sorti cette année, ben, il a fait avec un vrai chien, quoi, et un vrai cheval, donc on peut encore en faire. Mais malgré tout, le fait que ce soit des animaux en synthèse, et au début j'avais un petit doute, mais ça se voit quand même, bah ça passe, quoi,
c'est plutôt bien, quoi. Enfin, ça passe, quoi, parce que le film se concentre vraiment sur le fait de faire de ces animaux, même si c'est des pixels, de vraiment d'en faire des personnages, quoi. Donc on se concentre beaucoup sur leur dilemme intérieur, sur leurs réactions, sur ce qu'ils font, sur comment ils réagissent, et sans aucune parole. Hein. Ils parlent pas du tout, ils ont pas non plus de voix à l'intérieur de la tête. C'est vraiment, ils parlent pas du tout. C'est juste bon, il y a quand même la voix de Harrison Ford qui raconte l'histoire, mais sinon, c'est pas tout le temps. Sinon, les 3/4 du temps, c'est juste les chiens qui parlent pas et juste on voit leur réaction. Et le film se concentre vraiment justement sur ça, sur essayer d'en faire des vrais personnages. Et n'empêche, ça marche plutôt bien. Hein. Oui, c'est des animaux en image de synthèse, mais ça rend plutôt bien, quoi. C'est pas dérangeant. C'est plutôt cool. Et maintenant, on passe au numéro 6. There is a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. Don't know how to protect you. I think your client is guilty as hell. They want to fry you. Et là aussi j'ai été assez surpris puisque je m'attendais pas à autant aimer ce film, en plus qu'il est vraiment très simple, et je m'attendais pas aussi à voir toutes les critiques que j'ai vues sur internet. Parce que je sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui sont partis dans des délires sur ce film. Ils sont partis dans des modes genre ah oui, Clint Eastwood il supporte Donald Trump, et Donald Trump il a dit que les journalistes ils disaient n'importe quoi, et donc là, comme dans le film on dit que les journalistes c'est des vendus, ils disent n'importe quoi, et c'est un film qui soutient la politique de Trump, et donc du coup c'est pas bien, mais c'est... Ou alors parce que les gens ils sont allés voir la fiche Wikipédia du mec et ils ont vu que il était genre je sais pas démocrate ou non républicain ou extrême droite, ils ont dit ah mais oui mais le film le montre comme un héros, comme une bonne personne, et c'est pas bien et tout, parce qu'en vrai il est extrême droite. Non mais c'est à quel moment c'est le sujet du film? C'est pas le sujet du film, le film ne parle pas de politique. Pour vous en parler, c'est juste un film qui parle d'injustice. C'est de cette personne, Richard Jewell, qui voulait juste être policier et faire son travail, et qui s'est retrouvé du jour au lendemain accusé, parce qu'il n'avait pas un profil comme les autres. Et c'est une injustice. Et donc justement, le film nous montre ça, nous montre comment Richard Jewell et sa mère vivent, et son avocat vivent cette injustice d'être accusé d'avoir fait quelque chose d'horrible par la société, alors que c'est clairement pas lui. Et ça, c'est une histoire vraie, ça s'est vraiment passé. C'est vraiment les journalistes qui l'ont accusé à tort. C'est une histoire vraie. Donc, quoi. Maintenant, on n'a plus le droit de montrer les journalistes comme des mauvaises personnes juste parce que sinon, sinon ça veut dire qu'on soutient Trump. Alors que là, pourtant, c'est une histoire vraie. Hein. Ce qu'ils ont fait, les journalistes dans le film, ils l'ont vraiment fait. Donc voilà, Clint Eastwood, il aurait pas dû les montrer comme ça, il aurait dû les montrer différemment. Sauf que s'il les aurait montrés différemment, il aurait fait comme dans Bohemian Rhapsody. Et donc, du coup, tout le monde se serait plaint que ah oui, mais c'est pas vrai, les journalistes ils sont pas comme ça. Donc je ne comprends pas du tout toutes les critiques qu'il y a pu y avoir par rapport à ce film. C'est un film qui est vraiment très très simple, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé, notamment juste pour ses sentiments, pour ses émotions et pour le parcours de ses personnages, quoi, tout simplement. Et voilà, maintenant, on passe au numéro 5. Hit the truck, come back with the money. That's $2.5 million per head. Peninsula qui n'est pas la suite de Dernier Train pour Busan. Ça, je le dirai jamais assez, parce que toute la com et toutes les affiches sont basées uniquement sur ça. C'est ah, vous avez bien aimé Dernier Train pour Busan, et voilà la suite, Peninsula. C'est vrai, Peninsula est moins bien que Dernier Train pour Busan, mais ça restait quand même un très bon et très sympathique film de zombies. Hein. J'en avais déjà fait une grosse vidéo sur Peninsula, une grosse critique sur ma chaîne. Vous pouvez aller la voir pour avoir plus de détails, mais vraiment, c'était quand même un plutôt bon film, je trouvais, de zombies, qui marchait plutôt bien, et qui, à mon avis, a des critiques un petit peu trop exagérées, qui, à mon avis, sont plus dues à une mauvaise... non, pas une mauvaise, à une maladroite communication de la part du service de com, plutôt que de la mauvaise foi, de la colère des personnes. Mais j'explique tout ça très bien dans ma vidéo, donc je vous conseille d'aller la voir. Où je serai beaucoup plus explicite, que maintenant. Voilà, donc maintenant, on peut passer au numéro 4. Il vous reste très peu de temps à vivre. Très peu de temps, c'est-à-dire 30 jours. Max. Bien. Ça nous fera 35 €, s'il vous plaît. Determination to conquer all my ambitions, despite all the conditions.
Le nouveau film de la bande à Fifi, qui est uniquement réalisé par Tarek Boudali, mais avec toute la bande à Fifi dedans, sauf Elodie Fontan, je sais pas où elle est, ou peut-être qu'elle était là, je sais plus, mais avec toute la bande à Fifi. Et bah oui, c'était une bonne comédie, une très bonne comédie française, qui oui reprenait un scénario très cliché, très connu, mais en y apportant une petite nuance quand même. Enfin, quand on voit ce genre de scénario, on se dit, on se dit tout de suite, ah bah oui, il pense qu'il va mourir, puis au final, à la fin, le docteur va lui dire qu'il est encore vivant, et enfin qu'il va pas mourir, et que donc du coup, bah tout ça va servir à rien. Le film apporte quand même un petit changement, mais c'est un changement qui change pas grand chose, on va pas se dire, mais le scénario est pas aussi cliché qu'on pourrait le croire, et il a pas les autant les enfin il a pas les attentes qu'on aurait pu avoir. Faut dire, le scénario ne va pas là où forcément on l'attendait. Enfin, pas beaucoup, hein, il ne divise pas beaucoup de la route, mais un petit peu quand même. Ils ont un peu cherché. Et le film marche très bien, hein, c'est pour ça surtout que j'aime beaucoup les films de la bande à Fifi. C'est parce que contrairement à d'autres comédies françaises comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tout ça, bah eux, leur humour se base beaucoup plus sur de l'humour visuel. Sur des gags, des impacts, des gens qui se cognent et tout, qui tombent. Ça marche beaucoup plus sur l'humour visuel, donc c'est un truc qui marche beaucoup plus, qui m'atteint beaucoup plus aussi, et qui est beaucoup plus impressionnant. Genre dès le début, enfin, il y a un gag aussi avec un trampoline à un moment, où les personnages sont coincés dans un immeuble en feu. Voilà. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi ça parle, et ça marche très bien. Et il y a pareil le gag où les personnages s'introduisent à l'ambassade du Mexique, où il y a Julien Arruti qui se met en déguisé en mariachi, qui se met à chanter. Là aussi, je vous le dis pas, mais le gag marche vraiment très très bien. Et tout le film est composé que de ça, de gags, vraiment de gags qui marchent sur le visuel ou sur le montage, beaucoup plus que sur des jeux de mots ou sur des gens qui s'excitent en hurlant. Dès le début du film, dès le premier plan, le film t'envoie tout de suite 3 blagues d'affilée qui marchent vraiment très bien, qui font vraiment très naturel et qui font toutes mouches. Donc vraiment au niveau de l'humour, je pense qu'ils font vraiment, ils sont vraiment très bien. Pareil aussi au niveau de la réalisation et de la mise en scène, la bande à Fifi essaye vraiment de faire beaucoup de choses dans le cinéma français. Et c'était vraiment un bon film, une bonne comédie française, hein. Et vu le peu de comédie qui est sortie cette année, ce n'est pas la meilleure, c'est une autre. Donc voilà, oui, c'était un bon film, hein, que j'ai préféré à Épouse-moi mon pote et à Alibi.com, mais c'était pas aussi meilleur que Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Dans Nicky Larson, c'était vraiment leur meilleur film, hein, le mieux abouti en termes de mise en scène, d'humour et de personnages. Donc 30 jours max, je le mettrais un petit peu au même niveau que le premier Babysitting. C'était pas aussi bien que le 2, mais voilà, un petit peu au même niveau. On se rapproche de la fin, et donc maintenant, on passe au numéro 3. Get ready, ladies. Birds of Prey est la fantabuleuse histoire de Harley Quinn, est le seul film de super-héros à être sorti cette année. Et c'est un film DC en plus. Parce que tous les autres, Black Widow, vous savez, Black Widow, Loki, Morbius... pardon, il y a vraiment des gens que ça intéresse, Morbius, sérieux. Surtout c'était reporté à 2021 ou sur Disney+. Donc Birds of Prey, étant donné que c'est le seul film de super-héros sorti cette année, ça en fait le meilleur film de super-héros de 2020, quoi. Voilà. Et c'est un film DC, donc DC et Warner. C'était vraiment une bonne année pour Warner, parce que vous savez, après les vacances d'été, Warner c'était les seuls à avoir continué à sortir leur blockbuster, notamment Tenet. Et ils voulaient aussi sortir Wonder Woman 84 le 16 décembre en France. Sauf que là, pour le coup, c'est nous qui avons fermé nos salles. C'était vraiment trop triste pour Wonder Woman. Hein, parce que il avait été programmé à décembre 2020. Warner était pas sûr de le sortir en décembre 2020. Ils voulaient le reporter en 2021. Et puis au final, ils ont dit non, on le fait, c'est bon. On le sort en décembre 2020. Et on le sort le 16 décembre. Et Macron a dit, ah oui, les salles vont ouvrir le 15 décembre. Donc c'était parfait, on allait enfin pouvoir le voir. Et au final, non. Faudra attendre le 7 janvier pour le voir. Donc là, pour le coup, c'est pas de la faute de Warner, c'est de notre faute. Et donc du coup, comme je disais, c'est vraiment une très bonne année pour Warner, puisque c'est... Enfin, une bonne année. C'est
c'est vraiment eux c'est vraiment eux qu'on devrait remercier, parce que comparé à tous les autres studios qui ont tous reporté leur gros blockbuster et leur sortie ou les ont postés sur des sites de streaming, Warner c'est quand même les seuls qui ont continué quand même à porter leur projet, qui ont sorti Tenet en fin juillet. C'est vraiment les seuls qui ont voulu continuer à privilégier les salles de cinéma, donc quand même, bah quand même quoi. Donc, pour revenir à Birds of Prey, bah c'était vraiment très bien, hein. C'était vraiment très bien. Ce qui est génial avec ce film, c'est que c'est vraiment totalement l'opposé du film Joker, hein, qui parle justement de féministes, avec une mise en scène une mise en scène géniale que j'adore, très recherchée et ultra stylisée, très colorée aussi dans la mise en scène et dans le film, quoi. Rien qu'au début, l'explosion de l'usine chimique avec tous ces trucs de couleurs, tous les costumes de Carla Quinn qui sont très colorés, les décors aussi qui sont très recherchés, très colorés. Pareil, toute la scène aussi où elle va dans le commissariat, où elle jette ces trucs de cotillons multicolores, de bleu, de fumée bleue et rose comme ces mèches. C'est très coloré, c'est très recherché, c'est très bien. Avec toute la scène de fin aussi, tout le climax, enfin le climax entre guillemets, c'est le climax quand même dans l'attraction, avec ses décors d'attraction hyper bizarres et tout, avec ses mains, c'était vraiment très bien fait et très bien recherché. Pareil aussi tout le début en animation 2D, c'est vraiment génial, c'est vraiment, j'adore ce film. Donc voilà, maintenant passons au numéro 2. Salut tout le monde, je sais ce que vous vous dites tous. Vos yeux ne sont pas habitués à autant de couleurs et de gentillesse. Je me lève. Eh bien mes amis, mais ça c'est parce que vous avez vu trop de films tristounets, plein d'anti-héros déprimés. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis la reine Barbe, des hard rock trolls. La reine du rock? Je vais détruire toutes les musiques, sauf le rock. Un monde où tout le monde aurait le même look et ferait le même son? C'est pas ça l'harmonie! Comment on va... Et ouais, je parlais de Scooby justement tout à l'heure. Et bah Les Trolls 2, c'est le meilleur film d'animation sorti cette année au cinéma. Et bah tant mieux, c'est génial, parce que le film est génial quoi. Vous voyez Zootopie, le film de Disney censé parler de racisme et de discrimination. C'était vraiment de la merde, hein. Bah Les Trolls 2 c'est bien meilleur, c'est vraiment le film qui parle de discrimination et de racisme, mais bien mieux que Zootopie, hein. Parce que justement dans Zootopie le message c'était ah oui mais au final on est tous pareils, on peut tous devenir sauvages, donc comme on est tous pareils, il n'y a aucune raison qu'il y ait du racisme et qu'on se déteste. Et bah Troll 2 lui, le film c'est vraiment le film que Zootopie aurait dû faire quoi. C'est le film qui dit on n'est pas pareil, on est tous différents. Justement dans le film les trolls sont tous différents, font tous de la musique différente. Il y en a qui vivent sous l'eau, il y en a qui sont des centaures et tout, il y en a d'autres qui vivent dans des ovnis, ils ont 4 pattes, ils sont tous différents, ils aiment tous la musique différente, mais justement on doit tous se respecter. On doit tous respecter les différences des autres et on doit respecter que les autres ne sont pas comme nous. Contrairement à la méchante principale du film qui elle justement veut que tout le monde soit pareil. Donc oui c'était vraiment un très très bon film. Sur la tolérance, la discrimination et tout, bien meilleur que Zootopie, et qui au final c'est le truc que DreamWorks fait, qui font depuis toujours, hein. Regardez les premiers Shrek, c'est ce qu'ils ont fait depuis toujours, ce genre de film, et donc ça marche très 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 bien, et là ils vont, ça passe exclusivement dans le monde des trolls, et tout le monde des trolls est vraiment très très intéressant, parce que tout est fait genre en coussin en caoutchouc ou en peluche. Et c'est pareil pour les montagnes, pour les nuages, pour les canyons. Je sais pas trop comment dire, mais c'est vraiment très particulier comme style. En tout cas, c'est super. C'est un petit peu particulier, mais c'est très intéressant comme style pour explorer le monde des trolls. Et le film en soi aussi est vraiment très génial niveau mise en scène, émotion aussi, c'est vraiment très bien. Donc et tout le message aussi qui est derrière, évidemment, est vraiment super génial. Voilà quoi, Les Trolls 2, meilleur film d'animation de cette année. Et vu le peu de films d'animation qui sont sortis cette année, c'est tout gagné pour DreamWorks, hein. Et enfin, le numéro 1, mon film préféré de cette année 2020, c'est... Des fesses, des grosses fesses, c'est un peu cliché, non? Ah, ça va. C'est pas le rappeur préféré des collégiens qui va me donner des leçons de rap. Ah, sérieux?
Et ouais, tout simplement noir. Je vous l'ai dit quand je vous parlais de 30 jours max, c'est celle-là la meilleure comédie française de cette année. Alors, je vais en parler rapidement parce que j'avais déjà fait une critique dessus sur ma chaîne lorsque le film est sorti. Vous pouvez aller la voir pour avoir plus d'explications sur le sujet. Mais en gros, bah, j'adore ce film. L'une des raisons pour lesquelles j'adore ce film, c'est l'humour. L'humour qui, justement, est un petit peu un humour de youtubeur. Bon, je dis pas que tous les youtubeurs font le même humour, mais dans le style, justement, dans la manière d'amener certaines blagues et tout, et bah, ça y ressemble. Et c'est pour ça que j'adore autant ce film, c'est pour tout l'humour, tous les gags qui sont dedans, qui sont vraiment, j'ai rigolé tout le temps. J'ai rigolé à chaque gag. C'est quand même rare quand même d'avoir qu'un film comme ça, où vraiment tous les gags, tous les sketchs qu'il y a dedans, à chaque fois je rigole. Voilà, donc super humour, super gag, super acteur, évidemment. Jean-Pascal Zadi, j'avais vu qu'une seule fois en caméo dans Taxi 5, et après je n'avais jamais entendu parler de cet acteur, mais il est vraiment super bien, hein. Et avec aussi un message super important et super intéressant sur justement l'identité noire en France, qui est très intéressant parce que justement ça montre que justement être noir en France, c'est pas un truc, c'est un truc justement très compliqué, et que chacun a sa version, à sa conception, et que c'est pas justement un seul truc, un seul bloc, et que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'est pareil. Donc c'était vraiment très intéressant. Et voilà, du coup, tout simplement noir, la meilleure comédie française de l'année, le meilleur film français de l'année aussi, et du coup c'est aussi mon film préféré de cette année 2020. Merci à vous d'avoir regardé ces vidéos jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me dire ce que vous en avez pensé de ma vidéo ou des films si vous les avez vus. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quels sont vos films préférés de cette année. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!